De retour avec Françoise Jean-Denis, Marcel Lamy, Myriam Brizard et vous, chers auditeurs et auditrices. Oui, la question qu'on aimerait connaître et poser, surtout, quelqu'un qui est actuellement sur le territoire canadien, qui est au Québec et qui est rentré illégalement, on dit par le chemin Oxam, mais la personne est là présentement. Et pour toutes sortes de raisons, la personne n'a pas suivi le processus normal pour faire sa demande comme réfugié, comme whatever, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé à certaines personnes. Cette personne qui n'a pas de statut, quelle procédure, même en retard, que cette personne peut entreprendre pour légaliser sa situation? Ok. Mais si tu permets, Martial, tantôt il y avait une petite confusion pour la frontière. Oui. Alors c'est que si Donald Trump demande au Canada de surveiller sa frontière, de surveiller tout ce qui sort du Canada pour aller aux États-Unis. Alors ça veut dire que c'est la responsabilité du Canada et de l'autre côté du Mexique aussi, s'il y a des choses qui rentrent, s'il y a des personnes sans statut qui rentrent, alors c'est un peu ça. Alors c'est-à-dire que le Canada peut intervenir seulement sur son territoire. Oui. Alors c'était ça, une petite précision. Oui. Bon, maintenant, il y a actuellement 3 catégories de personnes qui arrivent des États-Unis et qui sont au Canada. Il y a d'abord la première catégorie, les personnes qui sont entrées légalement, qui ont obtenu un statut de demandeur d'asile à la frontière. Et ils vont faire le médical, ils vont recevoir le permis de travail quelques semaines après. Ensuite, le processus de demande d'asile, ils ont 45 jours pour soumettre leur demande. Malheureusement, on trouve des personnes qui, comme on disait tantôt, qui pensent qu'ils sont venus à cause de leur conjoint, de leur père, qui ne font rien. Mais si dans 45 jours, vous ne soumettez pas la demande, alors on va décréter un processus, il y a un processus qui se met en branle, un processus de désistement. Et si vous perdez votre statut, vous perdez la protection de santé, vous ne pouvez pas fonctionner. Alors ça c'est pour ceux qui sont entrés légalement. Et qui ont 45 jours de ça. Okay. Il y en a qui sont entrés, mais qui avaient déjà fait la demande d'asile aux États-Unis. Alors on se retrouve dans cette deuxième catégorie. Ces gens-là doivent faire le médical aussi et ils doivent appliquer pour le permis de travail, mais ils doivent payer pour le permis de travail. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir le permis de travail gratuit. Okay. Ils doivent payer pour le permis de travail, mais ils ne pourront pas être dans le processus de demande d'asile parce que tout simplement ils ont déjà une demande. Oui, leur dossier n'a pas été déféré à la commission de l'immigration du statut de réfugié. Alors ils doivent avoir le permis de travail, ils doivent prendre le temps de trouver du travail et de trouver du travail, et après un certain temps ils vont appliquer pour la demande de considération humanitaire. Okay. Ça c'est la deuxième catégorie. Il y a la troisième catégorie pour les gens qui arrivent par voie irrégulière et qui sont, par exemple, dans cette voie irrégulière, il y a deux catégories, je dirais deux sous-groupes. Il y a un sous-groupe qui arrive, mais qui n'avait pas fait de demande d'asile aux États-Unis, qui peut, après 14 jours, faire la demande d'asile. Mais il y a un autre groupe, parmi ces gens qui sont arrivés par voie irrégulière, qui ont déjà fait l'asile, ou bien qui se sont fait refuser à la frontière normale, et qui ont maintenant choisi de passer par voie irrégulière. Ok, ils ont contourné. Oui, ils ont contourné. Ces gens-là, ils ont une interdiction d'1 an pour faire une demande au Canada. Ok. Ça veut dire que ils ne pourront même pas faire une demande de permis de travail, ils ne pourront même pas faire une demande de considération humanitaire parce qu'ils sont interdits pendant 1 an de faire une demande. Mais ils peuvent rester sur le territoire? Sur le territoire, de façon illégale. Et c'est pourquoi des fois je dis aux gens, si vous savez que vous n'avez pas un proche qui a un statut au Canada, n'allez pas à la frontière parce que vous allez vous faire refuser pendant 1 an. Ok? Alors, et pour ces catégories-là,
Tout ce qu'on dit, si vous ne pouvez pas avoir le permis de travail, bon, si vous allez rester là, je ne sais pas comment vous allez fonctionner, comment vous allez faire pour vivre. Oui. Et Mais même au niveau santé, Ben c'est oui. ça. Et maintenant, toutes ces personnes-là peuvent faire une demande d'aide sociale. Toutes peuvent faire une demande d'aide sociale. Même le dernier. Oui, même le dernier groupe là, on fait une demande d'aide sociale, il revient au responsable de déterminer si oui ou non Vous êtes qualifié. On va l'accorder. vous êtes qualifié, tout ça. Mais on dit aussi aux gens, l'aide sociale ne pourra jamais vous aider à construire votre vie. Mais non. L'aide Mais non. sociale, c'est une aide de dernier recours. Alors, dès que vous arrivez au pays, commencez par chercher du travail. Moi, je dis à mes clients, n'attendez pas le permis de travail avant de commencer à chercher du travail. Commencez à chercher du travail le même jour que vous êtes arrivé. Et quand vous êtes arrivé, vous commencez à chercher du travail. On vous demande, est-ce que vous avez un permis de travail? Je ne l'ai pas encore, mais je vais l'avoir dans quelques semaines. Ok. Et l'employeur peut vous dire, dès que vous l'avez, revenez me voir. Ok. Ok? Parce qu'il y en a qui ont commencé à travailler le même jour où ils ont reçu le permis de travail parce qu'ils ont fait déjà des démarches là-dessus. Et là, je vous arrête un moment pour expliquer à ces gens que c'est particulièrement aux États-Unis où j'ai vécu un petit moment, où ils vous expliquent dans les cours que c'est nécessaire, même quand vous n'avez pas encore ces permis de travail, de faire des appels. Ça vous permet de vous mettre dans le système, de comprendre le système, comment ils vont vous répondre, ce qu'il faut dire, même quand vous n'avez aucune chance d'obtenir l'emploi parce que vous n'avez pas encore les papiers, mais ça vous permet d'avoir ce training de converser Oui. pour chercher du travail. Et quand le moment viendra, vous êtes déjà entraîné pour. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose à noter pour quelqu'un qui vient d'arriver. Oui. Oui. Oui, mais Justement, Jean-Denis, c'est important que tu précises que tous ceux qui ont fait la demande d'aide humanitaire ou choses peuvent bénéficier de l'aide sociale parce que souvent, tout à l'heure, on a souligné le fait qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas l'aide de nos compatriotes ou ils ont peur de les héberger ou quoi que ce soit parce que dans l'ignorance, les gens ne savent pas que l'autre peut recevoir une aide et a peur que cette personne-là vienne s'installer chez Ils vivent en ses C'est ça, dépens. exactement. Donc c'est pourquoi ils refusent. Et la question qui me brûle les lèvres, c'était la question de l'aide juridique, comme je te disais en ondes. Donc ces gens-là, pour continuer les démarches afin d'obtenir le statut, est-ce que ces gens-là bénéficient de l'aide juridique normalement? oui, oui. Avant l'aide juridique, on regarde l'aide sociale. Alors, ce n'est pas conseillé de faire une demande de considération humanitaire pendant que vous êtes sur l'aide sociale. Ok. Alors, ça veut dire que si quelqu'un reçoit l'aide sociale, elle doit attendre d'avoir du travail pour faire la demande de considération humanitaire. Ok. Alors, c'est-à-dire que vous Pour sortir de l'aide sociale. Et parce que la demande de considération humanitaire se base sur 2 points. Ok. Votre intégration et les difficultés. Alors, si vous êtes sur l'aide sociale, c'est difficile de prouver que vous êtes intégré quand vous vivez aux dépens du gouvernement. Ok. Ok? Alors, ça Oui, veut mais dire- s'il n'a pas de permis de travail, si vous n'avez pas de permis de travail, comme celui qui doit attendre un an, là. moi, je n'encourage pas les gens à aller travailler au noir comme Et on dit. voilà. Parce que il y a aussi des effets néfastes du travail illégal. Parce que j'ai vu des personnes qui ont travaillé, par exemple, dans des restaurants et qui malheureusement se sont fait, il y a de l'eau chaude qui est tombée sur eux. Des accidents de travail. Et puis, accident de travail. Et quand ça arrive, non seulement l'employeur est dans l'eau chaude, pour employer l'expression, parce qu'il n'a pas le droit d'embaucher quelqu'un de façon illégale. Ensuite, immigration va intervenir parce que c'est une infraction de travail sans permis de travail. Et la CSST ne pourra pas dédommager la personne. Et c'est-à-dire la personne n'a pas de protection de santé, rien du tout. C'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi je dis aux gens, ça ne vaut pas la peine de venir dans les conditions comme ça ici au Canada. Alors, si vous recevez l'aide sociale, moi je dirais 2 à 3 mois maximum.
Parce que après 2-3 mois, vous devriez pouvoir trouver quelque chose. Parce que si vous restez au-delà de 3 mois, 4 mois, et c'est pas bon. Et s'il vous plaît, dès que vous recevez le premier chèque de votre travail, il faut aviser l'aide sociale, il faut apporter ce chèque-là, et c'est l'aide sociale qui va déterminer si oui ou non on va continuer à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui se sont fait prendre, pensant que l'aide sociale ne va pas savoir, et qui continuent à recevoir l'aide sociale pendant qu'ils travaillent. Et là maintenant on vous demande de rembourser. Parce qu'il y a moyen d'avoir des ajustements si le salaire n'est pas... Oui. Vous apportez le chèque à l'aide sociale et l'aide sociale détermine si oui ou non vous êtes capable de vivre, ou bien si vous allez faire ça. Ok, maintenant j'ai donné ceux qui obtiennent le statut de réfugié ou quoi que ce soit, au point de vue de la santé, si cette personne tombe gravement malade et doit se faire hospitaliser et tout, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'elle est protégée? Il y a une protection que la personne reçoit déjà à la frontière, qu'on appelle la protection de, comment on appelle ça, il y a un programme fédéral, PFSI, programme fédéral de santé intérimaire. Ok? Dès que la personne arrive, dans son document de demandeur d'asile, c'est noté qu'elle bénéficie de ce programme de santé. Ça veut dire qu'elle a ça automatiquement. Mais peu importe la province où elle se trouve. Oui, peu importe la province, que la personne peut aller voir un médecin. Si la personne est enceinte, elle va accoucher. Elle a la carte d'assurance maladie. Non, pas la carte d'assurance maladie. On va avoir la carte d'assurance maladie quand on a réussi l'audience. Et que là maintenant, on peut demander le certificat de sélection du Québec. Et après le certificat de sélection du Québec, on va avoir la carte de la régie, la carte de l'assurance maladie. Ok, merci. Maintenant, cette personne qui est sur place, qui est illégale, qui aurait pu bénéficier de l'aide sociale, mais qui se cache aux autorités, qui n'a pas d'adresse, il n'a pas inscrit son adresse sur le système, je dis encore une fois, cette personne se cache. Maintenant, oui, caché, c'est caché, hein? Et cette personne, automatiquement, n'est pas capable d'aller faire cette demande d'aide sociale parce qu'il faut quand même fournir une adresse, etc. Donc, c'est incompatible avec quelqu'un qui essaie de se cacher. C'est très compliqué et je n'ai pas encore traité ces cas-là, mais normalement, quelqu'un qui n'a aucun document d'immigration, qui n'a rien du tout, qui est passé de façon irrégulière et qui se retrouve, bon, il doit quand même aller quelque part dans un bureau pour faire savoir qu'il est là au moins. C'est-à-dire, il peut demander de l'aide sociale. Comment on va traiter ça, je ne sais pas. Et puis, il peut faire une demande de permis de travail. C'est sûr qu'on ne va pas lui donner, mais il doit se faire identifier quelque part, parce que là, sinon, il reste dans le flou. Dans le flou, et puis c'est pas bon. Et je pense que c'est cette grande différence qu'il y a entre le système d'ici et celui des États-Unis. Oui, tout à fait. Les gens peuvent travailler aux États-Unis, acheter une maison, même si on est illégal. Parce que le système américain fonctionne, je dirais, en bonne partie dans l'illégalité aussi. Avec tous ces gens-là qui... Alors, c'est tout ça. Et que pour le travail maintenant, parce que pendant longtemps, les gens se sont fait inscrire dans des cours de préposés aux bénéficiaires pour essayer de travailler, mais maintenant avec tout ce que M. Legault a fait dans le système de santé, c'est difficile de travailler comme préposé maintenant. Alors, on peut aller chercher du travail comme agent de sécurité, on peut aller chercher du travail dans les centres, par exemple, d'appel, on peut aller chercher du travail dans les livraisons. La personne peut faire aussi Uber, mais Uber demande quand même une pièce. Parce que quand même, elle peut obtenir un permis de conduire. Mais il faut avoir une pièce d'immigration. La SAQ ne va pas vous donner un permis si vous n'avez pas une pièce d'identité. C'est ça la différence. C'est ça. Les États-Unis, dès que vous êtes capable de sauver une boîte, vous êtes à l'emploi.
Et puis, autrefois, il y a eu un changement au niveau de la SAQ aussi. Autrefois, les gens qui venaient de l'étranger pouvaient conduire pendant 6 mois. Pendant un certain temps, oui. Mais dernièrement, on a dit que, et c'était faux, et voilà un cas aussi de racisme, n'en déplaise aux gens, on a dit que la plupart des accidents sur la route, Oh, non. ont été faits par des gens qui sont venus d'ailleurs avec un permis Étranger. Alors, on avait dit ça, Oui, ce n'était pas c'est vrai. documenté, mais vraiment, c'est... Parce que la plupart des accidents ne sont pas faits par... Mais non. Vous voyez, c'est ça. Alors, la personne, normalement, après 2-3 mois, trouve du travail et essaie, surtout pour ceux qui ne peuvent pas faire la demande d'asile, essaie de se construire un réseau. Oui. C'est-à-dire de commencer, le réseau naturel, Oui, c'est oui. au niveau de la communauté, au niveau de la famille, au niveau de l'église, commence à se faire des amis, commence à travailler et surtout éviter des cas de violence conjugale. Oui. Ça, c'est un fléau. Et des fois, on a un couple qui vient, qui commence sa demande d'asile, et brusquement, on reçoit un document de la commission qui dit il faut séparer ce couple-là parce qu'il y a un problème au niveau de la justice, le monsieur a Aïe, battu aïe, la aïe. femme. Ça, je ne sais pas quel Pas de message. Je ne sais pas quel message on devrait faire pour et c'était pour sensibiliser les gens sur la question de la violence. Justement, par rapport à ce que tu dis, il y a le niveau de stress aussi. Les gens sont dans des situations précaires, mal logés, mal tout ce que tu veux. Est-ce qu'ils ont des aides psychologiques? Oui, mais ceci Mais ne justifie pas. C'est pas ce que je dis, Oui. mais quand même, est-ce qu'ils reçoivent des Bon, ils peuvent de l'aide demander. psychologique? Il y a le centre Praida qui s'occupe des demandeurs d'asile, qui a des psychologues, des travailleurs sociaux. Oui, c'est ça. Il peut se référer à Praida. Mais si vous êtes stressé, vous vivez des situations difficiles dans un couple, la meilleure chose à faire, c'est de laisser de laisser la maison. Et puis, vous n'avez pas le droit d'utiliser la violence. Non, non. Est-ce que ce c'est n'est qu'on pas- soit ce n'est légal pas ou permis. non? Oui, c'est ça. Il c'est faut ça. éviter ça. Mais c'est bon à savoir qu'ils peuvent bénéficier Oui, ils peuvent se s'ils en ont rendre. besoin. C'est ça, ils peuvent se rendre au centre Praida pour faire ça. Et ensuite, pour l'aide juridique, pour retourner à la question aussi, oui, on a de l'aide juridique, on offre de l'aide juridique à ceux qui viennent d'arriver et vous n'avez pas les moyens pour prendre les services d'un représentant, vous pouvez avoir l'aide juridique. Très bien. Mais des fois aussi, c'est de l'aide entre guillemets, parce que vous arrivez à ce bureau et vous écrivez n'importe quoi et le représentant envoie ce que vous écrivez sans même regarder. Oui, Je ne dis sans pas tous conseiller font la ça. personne. Oui. Ben oui, parce que c'est pas vous qui payez ce représentant, c'est le gouvernement. Alors lui, il n'a rien à voir avec vous. Mais le gouvernement vous paye pour moi. Ah oui, mais il dit que lui, il est redevable envers le gouvernement et non envers vous. Alors, juste, il vous indique quoi que, voici, vous écrivez que le ciel est noir, sans problème. Il envoie ça pour vous. Ok. Il n'est pas là pour vous conseiller. Ok. Les autres représentants ne sont pas là pour écrire des histoires pour les autres, mais cependant, si quelqu'un me dit le ciel est noir, je dois lui poser la question, est-ce qu'il a un problème de vision? Est-ce que c'était plutôt gris foncé? Oui, Il faut enlever ses lunettes de soleil. c'est ça. Mais au moins en posant la question, la personne va et au moins se reprendre et puis oui, c'est va faire. ça. C'est la personne qui doit écrire Mais cette histoire. c'est le rôle de l'avocat finalement. Et si, c'est de ok, conseiller son client. Oui, mais et Jean-Denis, tu as dit c'est la personne qui doit écrire. Et si la personne ne sait pas comment écrire? Non, quand Non, on dit l'avocat ça- rédige le Non, rapport. l'avocat n'a pas à rédiger Ben, tiens. non plus. Il n'a pas à rédiger. Il y a des ok. interprètes qui sont là pour aider. La personne peut aller, elle peut écrire ça en créole et il y a un interprète qui traduit qui pour traduit. lui. Ok. En français. Donc il y a des ressources. Oui, il y a des il y a des ressources. Il faut s'en informer. Il faut Oui, c'est s'informer ça. pour Oui. passer à travers le système. Oui, c'est Ben ça. encore, en tout cas, je reviens là-dessus, là, si la personne ne peut pas écrire,
comment c'est pas le français le problème, c'est l'écriture le problème. Elle peut rencontrer un interprète et elle peut raconter à l'interprète son problème. Et l'interprète va écrire. Okay. Et puis avant de la faire signer, il doit reprendre ça en créole pour confirmer que c'est ce qu'elle a dit. C'est ça. Ce qu'elle a dit à l'interprète. La différence entre l'interprète et n'importe qui traduit, c'est que l'interprète c'est un professionnel qui va le traduire fidèlement. Exactement ce que la personne dit. Oui, parce que l'avocat, le représentant n'a pas le droit d'écrire l'histoire, n'a pas le droit de traduire pour la personne, ou bien de corriger. Ouais. Mais on pose des questions. Vous dites le ciel est noir, je vous dis c'est quoi pour vous la couleur noire? On pose des questions et là maintenant la personne. C'est d'aider la personne à produire. À préciser sa pensée. Oui, exactement. Alors donc on a identifié 3 ressources à date. Myriam, c'est l'aide juridique, c'est psychologique et l'interprète. Oui, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres ressources pour ces gens-là, Jean-Denis? Bon, et avec PAIDA, ça veut dire qu'on a des cas, et on a même des cas de personnes qui sont allées chez des proches, et qui se sont fait injurier, et qui n'avaient pas d'endroit pour se loger, et PAIDA a pu leur trouver des logements et tout ça. Il fut un temps, on avait des hôtels à la disposition des demandeurs d'asile, mais comme cela a créé un tollé, tout doit dû faire marche arrière, tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a des ressources, et si on va à PAIDA, on a presque toutes les ressources. C'est bon, ça veut dire PAIDA. Maintenant, une question, parce que, encore une fois, dans les demandes de parrainage, par exemple, il y a des couples qui se forment, souvent sincèrement, et qui essaient de passer à travers pour avoir en finalité, pour parrainer justement le conjoint, la conjointe, etc. Mais vu que c'est un processus assez long, je pense que ça dure autour de 3 ans maintenant. Oui. Maintenant, 2-3 ans, si on se marie, hein? Oui. Non? Si on fait le parrainage au Québec, c'est parce que M. Legault a décidé que pour ces cas-là, on a un quota. C'est 10 000 cas par année. Maintenant, prenons de mariage. Oui, les cas de parrainage. De parrainage, alors que les Québécois ne font pas d'enfants. C'est ça. Prenons le cas de ce Prenons le cas de ce couple qui commence le processus de parrainage. Ils sont mariés légalement et puis ça avance, les papiers commencent à arriver, etc. Et puis pour toutes sortes de raisons, ce couple arrive à une rupture. Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui attend et puis... Oui. Alors, pour retourner à ce que Asma vient de dire, M. Legault a dit, injustement, que les personnes qui arrivent au Québec dans la catégorie de parrainage sont les personnes qui parlent moins français. Ça, c'est basé sur quoi? Sur quoi, on ne sait pas. Et le ministre de l'Immigration, Mac Miller, lui a dit, parce qu'en mettant le quota, parce qu'il y en a qui souffrent, il y a une dame qui est allée devant l'Assemblée nationale qui a dit, si mon conjoint n'arrive pas à telle date, je vais avorter. Oui, je me rappelle de ce dossier. Son conjoint n'est pas arrivé, elle a avorté. Oui, alors, et M. Mac Miller, le ministre de l'Immigration, lui a dit, on va vous rendre la chose facile, M. Legault. On va sélectionner tous les conjoints à l'étranger qui parlent français. Est-ce que vous nous autorisez à les faire venir? Il dit non. Vous voyez, c'était pas le français. Non, c'était un mauvais prétexte. La politique de la réunification de la famille, est-ce que c'est encore... il dit c'est... Oui, mais ma question reste... Oui. Je vais arriver, mais je voulais préciser. Oui, tout à fait, Jean-Denis. C'est pour le fait français que M. Legault a mis des quotas. Le français a bon. Oui, mais dans toutes les autres provinces, c'est autour de 12 mois. C'est seulement au Québec, ça peut dépasser 24 à 36 mois. Maintenant, si le couple se sépare, ça veut dire que la demande de parrainage est tombée automatiquement. Ah oui? Oui. Parce que c'est la personne qui demande au gouvernement de vous donner un statut sur la base de la relation. Intrusion de la vie privée. Et la relation n'est pas là. Et pour toutes sortes de raisons, même si le couple, même si un des conjoints est décédé, c'est fini. Oh! Mais oui, moi j'ai eu des cas
imaginez, le monsieur est décédé 5 jours avant d'être convoqué pour sa résidence. 5 jours. Il n'était pas dû. Et à l'époque, il fallait aller à Saint-Antoine pour devenir résident permanent. Mais maintenant, ça pourrait passer parce que maintenant, on envoie un lien pour que vous puissiez devenir résident permanent. Alors, même là encore, selon la loi, en remplissant ce formulaire-là pour devenir résident permanent, il faut préciser que l'autre est mort. Selon la loi. Oh. Ça veut dire que si la personne, l'autre conjoint n'est pas là, c'est sûr que on est obligé, on perd tout, on doit recommencer, on doit faire une autre demande de considération humanitaire, des choses comme ça. Mais... Question. Tu as une question, Marcel? Oui, vas-y. Juste un constat, est-ce que c'est dans pareil cas, est-ce que ça n'encourage pas, par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure de violence conjugale, quelqu'un qui est en attente dans un couple et qui subit justement la violence conjugale, cette personne est obligée de se taire pour arriver à de subir. Mais avant Asma, à l'époque de M. Harper, on avait instauré un principe de 2 ans. On avait dit que on doit rester dans la relation pendant 2 ans. Avant de devenir vraiment résident permanent, un peu comme aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, il faut attendre un moment avant de devenir résident permanent. Je pense que c'est 5 ans. Alors, il y a eu tellement de cas de violence, parce que la personne doit rester pendant 2 ans, même si chaque jour, la point bâton, elle devrait rester. Alors, à ce moment-là, quand Trudeau est arrivé en 2015, la première des choses, et c'est vraiment tout à son honneur. La première chose qu'il a demandé à son ministre de l'immigration, c'était d'annuler. C'était John McKellen. On a annulé ça. On est résident permanent une fois pour toutes. Et si, par exemple, on est victime, une des choses qu'il doit faire maintenant, c'est dans la catégorie de permis de travail, parce qu'il y a beaucoup d'abus dans cette catégorie-là. Des employeurs, de la part des employeurs. Mais pour ça, c'est officiel. Oui. Ok, on fait la pause, puis au retour, ça va être... C'est la dernière pause, hein? On continue avec le TS, c'est ça? Oui, TSO. C'est la dernière pause. Bon, la dernière demi-heure avec François-Jean Denis, où on a appris, là, j'ai... Beaucoup. Oh, je suis... comment on dit ça, là? Une petite spécialiste. Non, pas encore. Pendant la pause, j'ai pas pu m'empêcher. Je me considère un petit peu spécialiste. Non, mais pendant la pause, j'ai pas pu m'empêcher de féliciter Jean Denis pour la quantité et surtout la qualité. La qualité des informations, oui. Merci. Je pense que, encore une fois, souvent, au niveau immigration, parce qu'on est passé par telle ou telle filière, on croit savoir, on croit connaître le système, et ça évolue. Donc ça prend quelqu'un qui, pour nous renseigner justement, et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire, et jamais nous n'arriverons à répondre à toutes les questions, à aborder tous les aspects du problème, d'où la nécessité d'appeler, de vous renseigner. Le spécialiste. Oui, on a réussi à faire le tour quand même. C'est un demi-tour. Il reste l'autre demi à faire. François-Jean Denis, moi j'ai... Non, attends une minute, je l'avais la mienne avant, puis Martial a pris ma place. François-Jean Denis, ma question est par rapport à ce couple-là dont le monsieur qui parraine la madame ou l'inverse décède. Et si, par très grande prudence, le monsieur avait inscrit dans son testament, même à ma mort, j'ai suffisamment de biens pour parrainer ma femme et que ma femme continue le processus. Non. Ça passe pas? Non. C'est-à-dire qu'on parraine. Le processus dit quoi? C'est que je demande au gouvernement de donner la résidence permanente à ma chère moitié, à ma conjointe, mon conjoint, et je suis prêt, j'ai un engagement de 3 ans pour cette personne-là.
Alors, la question du testament, héritage, ça c'est un autre domaine, ça c'est domaine civil, des choses comme ça. Mais quelqu'un ne peut pas parrainer pendant qu'il est mort. Ça veut dire il doit être présent, il doit être là, et il a un engagement de 3 ans. Et dès qu'il meurt, c'est fini. Mais donc ça veut dire, c'est vrai ça, cette affaire au mourir. Dans le cas du parrainage, oui. Est-ce que le parrainage n'est pas basé sur le principe de la subsistance? Ben c'est ça là. Assurer la subsistance de l'autre. Oui, pendant que vous êtes vivant. Ah, okay. Mais si je laisse suffisamment pour que le conjoint puisse vivre pendant 3 ans. Non, à ce moment, la subsistance c'est un aspect. Mais quand même, encore l'autre aspect, c'est qu'on s'engage à aider à cette personne-là de s'intégrer dans la société. Et c'est pour ça que Jean-Denis a souligné pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, la personne est responsable. Oui, ben oui. Et encore une fois, pendant ces 3 ans, cette personne parrainée qui a réussi à avoir la résidence n'a pas le droit, par exemple, de demander l'aide sociale. L'aide sociale, oui. Souligner tout ça parce que c'est l'autre personne qui va payer. Oui. Tout à fait. Et ensuite, on donne la résidence pour une relation. Oui. Mais la relation n'existe plus à la mort. Oh. Mais oui, elle n'existe plus à la mort. Ça veut dire que. Je suis pas d'accord. Non, et ça, c'est pendant 3 ans qu'on est obligé de. Mais après 3 ans. Et je vous dis en passant, il y en a qui ont parrainé des personnes et qui ont perdu les traces de cette personne-là depuis l'aéroport. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu les traces de la personne depuis l'aéroport. Mais ils sont toujours responsables des 3 ans. Ils sont toujours responsables. Si par malheur, cette personne-là arrive à obtenir l'aide sociale, même si elle n'a jamais vu cette personne, elle doit rembourser les montants de l'aide sociale. C'est une décision importante. Oui, tout à fait. Ma question est la suivante, Jean-Denis. Pour les gens qui arrivent, ces gens-là qui arrivent avec des enfants d'âge mineur, on sait que la loi sur l'instruction, l'enfant va aller à l'école normalement. Une fois que cet enfant-là complète son secondaire 5, atteint l'âge de 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Oui, si la personne est demandeur d'asile, par exemple, il y en a qui complètent le secondaire. Bon, autrefois, la personne devait rester sans aller à l'école parce que ce qui est obligatoire, c'est le primaire et le secondaire. Oui. Mais maintenant, on permet à des gens qui sont demandeurs d'asile de faire un permis d'études pour aller au cégep, pour aller à l'université. Très bien. Ok? On permet, mais il faut aussi payer. Oui, ben c'est ça là. C'est ça. Mais en ce qui a trait aux autres aspects, si l'enfant devient majeur, et elle doit participer, assister à l'audience aussi, parce que elle est majeure, et on va lui faire re-signer les formulaires parce que au moment où elle avait rempli, elle était mineure, c'est son père ou sa mère qui avait signé, et puis c'est ça. Mais le plus gros problème qu'on rencontre, c'est souvent les cas de personnes qui arrivent, et par exemple, il y a un conjoint qui est ici et puis l'autre refuse de donner l'autorisation. Parce qu'ils ont une chicane et puis là maintenant et on ne peut pas aller à l'audience. Oui, on ne peut pas aller à l'audience sans avoir l'autorisation de l'autre. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'on a beaucoup de ces cas-là dans la communauté. Ça veut dire que l'autre conjoint ne voit pas l'intérêt supérieur de l'enfant, mais surtout se dit si me voit comme c'est l'autre nègre qui va le manger que l'argent, c'est l'autre fille. Alors ça c'est vraiment des choses bizarres. Parce que vous avez votre enfant, vous devez prendre soin de votre enfant, que sa mère soit avec quelqu'un d'autre, ça c'est pas votre problème. Vous devez prendre soin de votre enfant en tout temps. Ok? Alors on rencontre souvent ces cas-là, mais malheureusement. Qu'est-ce qui prédomine alors? Si c'est la mère qui a la garde et c'est elle qui est avec l'enfant? Non, mais quelle que soit la personne qui a l'enfant, il y a par exemple une sorte de tolérance et quand on passe à la frontière ou bien on arrive avec l'enfant, si c'est la mère qui est avec l'enfant, des fois les agents ne vont pas poser trop de questions. Mais si c'est le père qui est avec l'enfant, on va bombarder le père de questions. Et si le père n'a pas l'autorisation, probablement
on peut refuser, on peut ça, mais le Canada prend ça fameux préjugé. Oui, le Canada prend ça très au sérieux. Le bien-être des enfants. Le bien-être des enfants, c'est-à-dire les enfants qui arrivent ici. Par exemple, il y a des enfants de 9 ans, de 10 ans qu'on fait traverser la frontière seuls pour demander l'asile. Ben oui, on fait traverser seul. C'est l'une des exceptions dans l'entente sur le tiers pays sûr. Et immédiatement, on confie l'enfant à Praïda, qui va être le représentant désigné de cet enfant-là et qui va prendre soin, qui va chercher, par exemple, des liens parentaux. Oui, non, un centre pour pas d'adoption, un centre pour placer l'enfant, tout ça. Mais est-ce que s'il y a un parent qui voudrait avoir la garde de cet enfant-là, si on fait le lien, c'est-à-dire là maintenant, si on établit que c'est un proche, il faut avoir les actes de naissance, il faut essayer de tout faire, parce que Praïda n'est pas là pour garder tous les enfants. Oui, mais non, puis on comprend aussi. Oui, c'est ça. Alors, si un parent se manifeste et prouve qu'effectivement c'est l'enfant de son frère, c'est l'enfant de sa soeur, c'est un proche, oui, on peut le confier, mais avec un œil ouvert pour savoir si... Oui, à ce moment, c'est la DPJ qui rentre en ligne de compte. Oui, la DPJ, Praïda, on regarde tout ça, et puis pour voir si l'enfant est bien. Ça, le Canada donne une importance vraiment aux enfants, et c'est pourquoi souvent on a des cas, et c'est comme si des fois, comme représentant, on se place au milieu et on parle à celui qui est à l'étranger, il dit jamais je ne donne pas, je donne d'autorisation, et c'est toujours difficile. Très difficile. On aurait d'autres choses à régler que de convaincre l'autre à donner une autorisation, parce que sans l'autorisation, la personne à l'étranger peut dire je n'ai jamais donné le feu vert. Là, ça complique. Oui, ça complique. Et si cette personne-là poursuit le Canada, elle va gagner. Oh là là. Ben oui. On se rappelle ce qui s'est passé à Cuba. Avec l'enfant, qui était retourné à Cuba. C'était avec George Bush père. Et puis les Cubains voulaient garder l'enfant aux États-Unis, mais son père qui était à Cuba avec Fidel Castro, ils ont été devant toutes les instances internationales. On a dû retourner l'enfant à son père. Ça, c'est vraiment important comme ça. Merci. Mais François Jean-Denis, si l'enfant, mettons, est avec le parent qui est au Canada, puis l'autre parent est en Haïti, est-ce que et qu'il n'y a pas de divorce prouvé là entre les deux, est-ce que la mère qui a la garde de l'enfant, mettons, est-ce que elle ne peut pas déclarer le père est introuvable? Bon, elle peut toujours dire qu'elle n'a pas de contact avec le père. Mais cependant, Immigration Canada va lui demander plus que ça. Elle doit démontrer tous les efforts qu'elle a fait pour essayer d'entrer en contact avec le père. Elle doit démontrer, elle doit même donner des preuves de carte d'appel qu'elle a utilisées pour essayer de parler. Elle doit trouver des lettres de témoignage des personnes qui sont à l'étranger pour expliquer qu'elle a tout fait pour avoir le contact de son père, mais ça n'a pas fonctionné. Et il revient à l'agent, comme il a le pouvoir discrétionnaire de décider, et finalement on fait ça. Ça veut dire que et des fois, l'immigration va demander à Praïda d'intervenir auprès de la personne à l'étranger. Ah oui? Oui. J'ai eu des cas comme ça. Et le monsieur, il était, je pense, dans l'une des îles néerlandaises, tout ça. Il a refusé de donner le papier. Alors, Praïda a dû intervenir pour appeler le monsieur. Et quand le monsieur a niaisé Praïda, et finalement Praïda a dit, oui, j'ai parlé au monsieur. Le monsieur ne veut pas donner, mais il sait que son enfant est au Canada. L'enfant n'a pas été enlevé, parce que c'est le mot enlevé. Ça fait la toute Oui, ça veut dire que si on n'a pas d'autorisation, cela présuppose que l'enfant est enlevé. Alors, on démontre que l'enfant n'a pas été enlevé, que le monsieur est de mauvaise foi, et là maintenant,
Praïda dit, oui, on peut continuer le dossier. OK? Mais c'est très, très délicat. Et on déplore souvent l'attitude des gars, des pères qui font ça. Et on ne sait pas pour quelle raison. Et on ne voit pas l'intérêt des enfants. Et il y en a, par exemple, encore, qui est plus grave, qui refusent de donner l'autorisation dans d'autres cas de parrainage et tout ça. Et là, maintenant, on enlève l'enfant du dossier. L'enfant est exclu parce qu'il n'a pas été contrôlé. Et après ça, cet enfant-là se retrouve en Haïti, par exemple, et ne peut plus être parrainé par son père parce que la mère avait refusé de faire le contrôle au moment de devenir résident permanent. Là, c'est un message, si on peut vraiment sensibiliser les gens de la communauté sur ça. Parce que vous ne faites pas de mal au père, à la conjointe, c'est à l'enfant. Ben oui. C'est vraiment à l'enfant que vous faites ce mal-là. Et puis, malheureusement, ça arrive. Et moi, j'ai eu un cas jusqu'à présent à l'esprit. 3 mois après, la mère est décédée. 3 mois après, la mère est décédée, l'enfant se retrouve seul en Haïti. Eh bien, elle avait dit jamais je ne laisserai mon enfant venir au Canada pour trouver son père qui habite avec une autre femme. C'était incroyable, c'était incroyable. Mais elle n'avait pas compris que peut-être que l'autre femme serait une meilleure mère pour l'enfant. Hein? Oui. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Il y a qui sont gentils. Oui. Au moins donner la possibilité à l'enfant de venir ici, même si l'enfant devient résident permanent, vous pouvez le garder toujours en Haïti. Et puis après ça, il fait des voyages. Et pendant les 5 premières années, l'enfant doit venir au Canada pendant 730 jours. Alors l'enfant peut rester en Haïti et être résident permanent. Mais quand vous décidez de refuser de donner l'autorisation, l'enfant est exclu. Parce que l'enfant n'a pas été contrôlé, il n'a pas fait le médical, il n'a pas fait... Des fois, c'est des choses, on se demande pourquoi les gens pensent comme ça, pourquoi ils ne voient pas l'intérêt supérieur des enfants. De l'enfant, c'est ça. Ce sont en tout cas, quant à moi, ce sont des égoïstes. Mais c'est une chose qu'on devrait régler entre nous. Et cette histoire on se sépare. On se sépare. Et c'est quoi, on se sépare. Bon, l'autre a le droit de faire sa vie, comme vous avez le droit de faire votre vie. Mais c'est quoi ce problème-là? Je ne veux pas que mon enfant aille voir sa belle-mère. Ça vraiment, c'est quelque chose de particulier. Alors que c'est fini. C'est fini. Si c'est fini, c'est fini. C'est parce que c'est pas fini. C'est pas fini pour l'une. Mais oui, pour l'une des personnes. Parce que si l'autre a fini, c'est fini. Mais franchement, d'autant plus, puis ça, je ne savais pas que l'enfant pouvait rester en Haïti avec la mère. Oui, ça veut dire que si l'enfant est mineur. Peut-être que la mère n'avait pas cette information. Mais oui, elle a l'information. Dans le cas que je vous parle là, elle avait l'information. C'est-à-dire que le problème, c'est que on garde des rancunes, ou bien on pense que l'autre il vit, ou bien il donne, il mène l'art. Il donne à l'autre personne ce qu'il ne vous avait pas donné. On ne veut pas. Parce que vous ne l'aviez pas mérité. Je ne veux pas jusque là. C'est pas, mais encore une fois, il faut. Mais c'est pas moi. Il faut punir. C'est ça. Punir l'autre là. On doit éviter de ça. Parce que quand vous cherchez à punir quelqu'un, vous êtes en train de vous faire du mal. Oui. Parce que là, vous avez une mission sur le pardon. Oui. Il faut le lâcher prise là. Il faut le lâcher prise. Oui, tout à fait. Parce que une fois c'est fini. Et puis souhaiter la meilleure des chances à l'autre personne. Et puis là, on va faire souhaiter la meilleure des chances à l'autre personne. Souhaiter la meilleure des chances à son enfant. Oui. L'autre personne là, vous pouvez l'ignorer si vous voulez. Oui, mais c'est l'enfant. Faites ça, on doit marteler ce message au niveau de la communauté. L'enfant, c'est lui qui doit être au cœur des préoccupations de tout le monde. Que vous soyez avec son père, avec sa mère, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire essayer de rendre l'enfant vraiment bien. Et puis avec ça maintenant, vous allez mettre son orgueil de côté. Oui. C'est ça. Donc souvent les gens oublient ça. On fait du mal à quelqu'un.
et on oublie qu'en faisant du mal à quelqu'un, on se fait du mal. Oui. On se fait du mal. Ben, parce que peut-être que la mère pensait trouver une certaine satisfaction. Surtout si le papa voulait absolument que l'enfant aime son enfant. Il y a beaucoup de sottises. Ben oui. Ces attitudes de vouloir punir l'autre à travers l'enfant. À travers l'enfant, oui. C'est ridicule, mais en même temps, c'est la réalité. On retrouve tous les jours de couples séparés. Il faut essayer de défaire ça. Oui. Il faut dépasser ces choses-là. Oui. Il n'y a pas de divorce à l'amitié ou à l'amiable. La guerre ouverte et puis blablabla. Bon. Oui, blablabla. Et ça serait même pas étonnant de savoir que la mère a son copain. Alors qu'il reproche au monsieur d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Oui, c'est ça. Ah là là, François Jean-Denis, je vais laisser Martial. Non, vraiment. Non, mais avant. Il y a encore. Oui, il y a encore avant. Jean-Denis, est-ce qu'il y a un point important que nous n'avons pas touché? Parce que je suis en train de regarder là. Oui, mon Dieu, s'il te plaît. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour. C'est vraiment, on invite les gens qui sont aux États-Unis à prendre des conseils et aller voir les avocats qui sont aux États-Unis. Et ici au Canada, on vous invite à contacter des bureaux pour vous aider. Et ensuite, on invite les personnes qui sont ici au Canada à être vraiment indulgents envers ceux qui arrivent. Et vous ne prenez pas d'engagement envers ces gens-là. Vous n'avez signé aucun document. Et ce n'est pas quelque chose qui va être préjudiciable contre vous. Oui, mais j'ai une question là. Oui. Quelqu'un qui arrive ici, justement, dans ces conditions-là, la personne hésite à héberger, à prendre une... Et puis cette personne tombe malade, cette personne est hospitalisée. La personne qui arrive? Oui, cette personne est hospitalisée, ensuite les billes commencent à arriver. Qui paie? Bon, mais on disait il y a d'abord la protection de santé intérimaire, puis FSC. Ensuite, quelqu'un qui vient d'arriver n'a pas théoriquement beaucoup de factures à payer. Il vient d'arriver, peut-être son téléphone cellulaire. Non, je pense de l'hôpital, pour les soins. Non, c'est couvert, c'est couvert. La plupart des soins sont couverts là. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Parce que même pour l'accouchement qui coûte maintenant presque $18 000 pour un accouchement ici, et c'est couvert. Ça veut dire que il n'y a pas de facture. Et d'ailleurs, même s'il y avait des factures, c'est cette personne-là qui doit rembourser quand elle commence à payer. Mais si vous avez une dette envers le gouvernement, vous pouvez décider de payer par $5, par $10. Même si toute une vie, même si la dette est de 100 000, 500 000, vous pouvez dire, ils ne peuvent pas refuser votre offre. Non, parce que vous ne travaillez pas, on va regarder votre salaire, tout ça. C'est prétexte dont on parlait tout à l'heure, des gens qui ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes. Non, pas dans ce cas-là. C'est-à-dire aucun engagement pour les demandeurs d'asile et tout ça. Et ensuite, je pense qu'ils ont assez d'informations maintenant pour pouvoir... si vous pensez qu'il vous en manque, appelez Vision Max Service. À quel numéro déjà? 438-876-9398. 438-382-9398 et 438... Tu dois engager des téléphonistes. 385-9398. Oui. Mais souvent, ils vont appeler. Il y en a qui m'ont appelé dimanche dernier à 2h, à 3h, tout ça. Mais ils doivent appeler entre 9h et 5h parce que là, on n'est pas capable de pouvoir répondre à toutes les interrogations, tout ça, etc. Donc, voilà le moment qu'on ne voulait pas que ça arrive. Oui. Mais qu'il faut bien fermer l'émission parce qu'on est là depuis 10 heures et c'est, je pense, l'une des... Fermer la partie la plus longue de d'Asma. Ah oui. Et ça n'arrêtait pas. Vous remarquez qu'on a joué juste une musique. Oui. Qu'on n'avait pas de trou à combler parce que, encore une fois... Mais parce que c'était important de faire ça. C'était important, mais c'était surtout très instructif. Oui, voilà. Encore une fois, les informations... J'en ai appris, moi. Oui, c'est des informations que... Je vais me permettre de donner des conseils. On ne fait pas ça. Réfère à Vision Max, Myriam. Tu n'as pas encore fait la petite spécialité, ok? Une fois, un grand merci à notre spécialiste de l'immigration. Oui, merci. Je veux surtout souligner la disponibilité avec laquelle Denis s'est porté là pour
venir éclairer nos lanternes, répondre à des questions très pointues et avec une précision vraiment d'horlogerie. Donc, merci beaucoup et puis on se dit à bientôt. Oui, je vous en prie, c'est ma radio, c'est mon émission. Alors, ça fait toujours plaisir. Et je leur dis souvent, Jean-Denis, puis à l'époque c'était Carousel. Oui. À un moment donné, il m'appelle, il me dit, Asma, c'est bon. Là, Françoise, que je salue, et Martial, là, vraiment, c'était très bien. Je ne sais pas pourquoi vous avez laissé tomber ça. C'est mais non, mais on met le doigt sur le bobo. Ça évolue. Ok. Mais tu vois, si c'était Carousel, tu serais pas là. Hein? Ah, ok. Mais je vous encourage à continuer parce que c'est tellement bien. Merci. Merci. Et même une fois, il m'a appelé pour Culture Mix également. Oui. On parlait de peinture, de tout ça là. Impressionné. Ah oui. Jean-Denis. Je suis certain que ceux qui nous écoutent ont pu bénéficier de cette information. Et puis n'hésitez pas à appeler, les téléphones ont été donnés. N'hésitez pas à appeler, et pour vous, et pour ceux qui, encore une fois, ont des intentions, qui ont des problèmes, et même quand ils n'ont pas de problème, mais qui veulent se renseigner sur l'immigration, là, c'est une bonne démarche pour être utile à une communauté. Tout à fait. Et cette tendance qu'on a, un petit peu, je dirais presque naturellement, de dédaigner ceux les just come, qui viennent d'arriver, changer d'attitude, parce qu'un jour, vous étiez aussi dans leur cas. Oui. Donc, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jean-Denis. À bientôt. Puis moi, tu as un engagement, j'en ai un. Ton engagement, c'est de faire une émission à peu près, parce qu'on ne pourra jamais faire la même émission. Tu es le meilleur. À peu près, avec un intervenant aux États-Unis. Oui. Et l'autre engagement, c'est que moi, je vais commencer à faire des recherches pour te trouver un leader qui pourra faire ce que tu demandes. Oui, tout à fait. Ok. Merci. Merci infiniment. À bientôt. Bonne fin de ton dimanche. Merci. Okay. Alors, chers amis, c'est ainsi que cette partie de l'émission prend fin. Merci Myriam. Merci Martial, qui était très disponible pour cette chronique. Et moi, on va faire la pause. Mais moi, je poursuis au retour de la pause avec le tour de la cour. Et je serai en compagnie de monsieur Jean-Ernest Pierre. Alors, on attend la pause avant de vous dire à tout à l'heure. Mais je dis à Martial qu'il y a une ligne c'est sûrement pour l'immigration. Dis à Jean-Denis de ne pas partir tout de suite. C'est peut-être la question est peut-être adressée à monsieur François Jean-Denis. Alors, j'espère que, chers auditeurs, chères auditrices, que vous avez profité de ces informations sur l'immigration. Et si vous avez des gens qui sont dans une des situations qu'on a évoquées au cours de cette chronique, je suppose que vous avez au moins une idée de la chose, sinon référez-la à Vision Max Service. On fait la pause, à tout de suite.